Chateaubriand, mémoire d'outre-tombe, Napoléon arrivant à l'île d'Elbe. Bonaparte avait refusé de s'embarquer sur un vaisseau français, ne faisant cas alors que de la marine anglaise, parce qu'elle était victorieuse. Il avait oublié sa haine, les calomnies, les outrages dont il avait accablé la perfide Albion. Il ne voyait plus de digne de son admiration que le parti triomphant, et ce fut Landauthed qui le transporta au port de son premier exil. Il n'était pas sans inquiétude sur la manière dont il serait reçu. La garnison française lui remettrait-elle le territoire qu'elle gardait? Des insulaires italiens, les uns voulaient appeler les Anglais, les autres demeuraient libres de tout maître. Le drapeau tricolore et le drapeau blanc flottaient sur quelques caps rapprochés les uns des autres. Tout s'arrange néanmoins. Quand on apprit que Bonaparte arrivait avec des millions, les opinions se décidèrent généreusement à recevoir l'auguste victime. Les autorités civiles et religieuses furent ramenées à la même conviction. Joseph-Philippe Arrighi, vicaire général, publia un mandement. La divine providence, disait la pieuse injonction, a voulu que nous fussions, à l'avenir, les sujets de Napoléon le Grand. L'île d'Elbe, élevée à un honneur aussi sublime, reçoit dans son sein, loin du Seigneur. Nous ordonnons qu'un tédéum solennel soit chanté en action de grâce, etc. L'empereur avait écrit au général d'Alesme, commandant de la garnison française, qu'il eut à faire connaître aux Elbois qu'il avait fait choix de leur île pour son séjour, en considération de la douceur de leurs mœurs et de leur climat. Il mit pied à terre, à Porto Ferrajo, au milieu du double salut de la frégate anglaise qui le portait et des batteries de la côte. De là, il fut conduit sous le dais de la paroisse de l'église où l'on chanta le Te Deum. Le bedeau, maître des cérémonies, était un homme court et gros, qui ne pouvait pas joindre ses mains autour de sa personne. Napoléon fut ensuite conduit à la mairie. Son logement y était préparé. On déploya le nouveau pavillon impérial, fond blanc, traversé d'une bande rouge, semée de 3 abeilles d'or. 3 violons et 2 basses le suivaient avec des raclements d'allégresse. Le trône, dressé à la hâte dans la salle des bals publics, était décoré de papier doré
et de loques d'écarlate. Le côté comédien de la nature du prisonnier s'arrangeait de ces parades. Napoléon jouait à la chapelle comme il amusait sa cour avec de vieux petits jeux dans l'intérieur de son palais aux Tuileries, allant après tuer des hommes par passe-temps. Il forma sa maison. Elle se composait de 4 chambellans, 3 officiers d'ordonnance et de 2 fourriers du palais. Il déclara qu'il recevrait les dames 2 fois par semaine à 8 heures du soir. Il donna un bal. Il s'empara pour y résider du pavillon destiné au génie militaire. Bonaparte retrouvait sans cesse dans sa vie les 2 sources dont elle était sortie, la démocratie et le pouvoir royal. Sa puissance lui venait des masses citoyennes, son rang, de son génie. Aussi le voyez-vous passer sans effort de la place publique au trône. Des rois et des reines qui se pressaient autour de lui à Erfurt aux boulangers et aux marchands d'huile qui dansaient dans sa grange à Portoferraggio. Il avait du peuple parmi les princes et du prince parmi les peuples. À 5 heures du matin, en bas de soie et souliers à boucles, il présidait ses maçons à l'île d'Elbe. Établi dans son empire inépuisable en acier, dès les jours de Virgile.